En juin 1931, Heinrich Himmler reçut à Munich un ancien officier de marine au chômage, âgé de 27 ans. Reinhard Heydrich avait été expulsé de la marine allemande pour conduite indigne, se retrouvant sans carrière et sans avenir visible. 12 jours plus tard, il remit à Himmler un plan complet pour mettre sur pied le service de renseignement des SS. L'homme qui allait organiser l'un des appareils raciaux les plus implacables du Reich portait en lui des rumeurs persistantes sur sa propre ascendance juive. Des rumeurs qu'il s'efforça lui-même de faire taire. Le 4 juin 1942, Reinhard Heydrich se trouvait à l'hôpital de Bulovka, 8 jours après qu'une grenade lancée par le sergent Jan Kubis eut percuté la roue arrière de sa Mercedes décapotable dans le virage de Kirchmayerova. La réponse du régime nazi fut immédiate et dévastatrice. Hitler ordonna des représailles massives. Le village de Lidis fut encerclé, ses hommes fusillés, ses femmes déportées dans des camps de concentration et ses enfants séparés de leurs familles. Le village fut démoli et rayé des cartes officielles. Pour Lina Heydrich et ses 4 enfants, Klaus, Heider, Silke et Marthe, le coup transforma une existence privilégiée en une lutte pour la survie. Hitler promit personnellement que la famille conserverait son rang. Klaus, le fils aîné, mourut à l'âge de 10 ans, renversé par un camion près du domaine familial. Les autorités allemandes considérèrent qu'il s'agissait d'une vengeance délibérée contre le nom de Heydrich. Dans ce documentaire est révélée la réalité des derniers jours de Reinhard et comment ses héritiers ont dissimulé pendant des décennies des secrets et des vengeances qui allèrent changer à jamais l'histoire que nous pensions connaître sur la fin du Troisième Reich. L'architecte de la terreur, le seul homme que Hitler craignait. Au cours de l'été 1931, Heinrich Himmler dirigeait la SS avec 15 000 hommes à ses ordres, mais sans aucun appareil de renseignement propre. Son organisation n'était alors qu'une garde d'escorte aux prétentions idéologiques, dépourvue d'outils opérationnels réels pour devenir la colonne vertébrale de l'État que Himmler projetait dans ses plans. Pour bâtir cet instrument, il avait besoin de quelqu'un capable de comprendre les systèmes d'information de l'intérieur. En juin de cette même année, un ancien officier de marine au chômage, âgé de 27 ans, s'assit face à lui à Munich. Reinhard Heydrich avait été expulsé de la marine allemande 4 mois plus tôt par un tribunal d'honneur qui l'avait jugé coupable de conduite indigne d'un officier. Il avait abandonné une femme avec laquelle il entretenait un engagement formel pour en épouser une autre. Le tribunal ne trouva aucune circonstance atténuante. L'expulsion fut définitive et avec elle se referma la seule carrière que Heydrich avait envisagée pour lui-même depuis l'adolescence. Heydrich était entré dans la marine allemande en mars 1922, alors qu'il venait d'avoir 17 ans. Son père, Bruno Heydrich, était directeur du conservatoire de musique et de théâtre de Halle. Une famille aisée aux ambitions culturelles que le poids économique de l'après-guerre avait réduite mais non éliminée. Reinhard était un violoniste compétent qui, dans son enfance, aurait pu suivre la carrière musicale de son père. Il choisit l'uniforme pour des raisons multiples, le désir d'appartenance à une structure d'élite, le nationalisme d'après-guerre qui imprégnait l'atmosphère de Halle durant sa jeunesse, et la volonté de se construire une identité propre, loin de l'ombre culturelle paternelle. Dans la marine, il monta en grade normalement. En 1928, il fut promu lieutenant de vaisseau et affecté comme officier des transmissions dans la flotte de la Baltique, où il effectua un travail technique compétent sans toutefois se distinguer particulièrement. L'expulsion en 1931 pour l'affaire de l'engagement rompu le laissa sans carrière, sans perspective, et selon les témoignages de ceux qui le côtoyaient à cette période, avec une rage contenue qui n'avait aucune issue institutionnelle visible. Himmler lui confia la création d'un service de renseignement pour la SS. Il lui donna 6 semaines pour présenter un plan opérationnel complet. Heydrich remit le document en 12 jours. Ce n'était pas une simple ébauche. C'était une architecture fonctionnelle, catégorie d'objectifs à surveiller, méthode de recrutement d'informateurs, système d'archivage et de recoupement d'informations, procédure pour l'exploitation de documents compromettants. Himmler lut le document et engagea Heydrich sur le champ. Les services de renseignement conventionnels recueillent des informations sur des adversaires extérieurs.
Le Sicherheitsdienst, le service de sécurité de la SS que Heydrich dirigea dès sa création, avait pour objet de surveillance prioritaire les citoyens allemands eux-mêmes ainsi que les membres du parti et de l'État. Heydrich comprit dès le début que le pouvoir réel, au sein d'un régime totalitaire, n'appartient pas à celui qui occupe le poste le plus élevé dans l'organigramme. Il appartient à celui qui en sait le plus sur ceux qui occupent ces postes. Les archives qu'il constitua accumulèrent des informations sur des fonctionnaires du parti, des militaires, des industriels, des diplomates, des membres de la hiérarchie ecclésiastique et des citoyens ordinaires qui, pour n'importe quelle raison, présentaient un intérêt opérationnel. Chaque dossier était un instrument potentiel. Himmler comprit la valeur de ce système et comprit également ce que cela signifiait pour sa propre position. Tant qu'il dépendrait de lui pour faire fonctionner ce système, Heydrich était indispensable. En 1933, Hitler accéda à la chancellerie et la consolidation du pouvoir commença avec une rapidité que la plupart des observateurs internationaux n'avaient pas anticipée. Les purges de juin 1934, lorsque Hitler élimina les dirigeants de la Sturmabteilung et plusieurs adversaires politiques dans ce que la propagande du régime appela le Putsch de Röhm, utilisèrent des listes de cibles que le Sicherheitsdienst avait préparées des mois à l'avance. Heydrich ne prit pas les décisions politiques sur les personnes à éliminer. Il fournit les informations sur leur localisation, leurs rencontres et leurs propos en privé. C'était exactement son rôle. Transformer l'information en un instrument disponible pour quiconque avait l'autorité de s'en servir. En 1934, Heydrich assuma également la direction effective de la Gestapo, la police secrète d'État qui avait été administrée jusqu'alors par Hermann Göring comme sa propre base de pouvoir en Prusse. Le transfert de la Gestapo sous le contrôle des SS fut un processus de négociation politique mené par Himmler, laissant à Heydrich le contrôle opérationnel de l'organisme. La fusion entre l'appareil de renseignement et l'appareil policier, achevée au cours des années suivantes, conféra à Heydrich une capacité qu'aucun autre dirigeant du régime ne possédait au même degré. Il pouvait identifier une cible, documenter sa conduite, ordonner sa surveillance, son arrestation et son jugement, le tout au sein de structures qu'il dirigeait lui-même, sans qu'aucune instance extérieure au système ne puisse intervenir efficacement dans le processus. Rudolf Diels, le premier directeur de la Gestapo avant d'être évincé par Heydrich, le décrivit dans ses mémoires d'après-guerre comme un homme qui n'élevait jamais la voix lors des réunions de travail, qui écoutait avec une attention qui mettait mal à l'aise ses interlocuteurs et qui prenait des décisions avec une rapidité telle qu'elle ne laissait à ses subordonnés aucun temps pour formuler des objections. Les subordonnés de Heydrich apprirent à présenter des options déjà structurées dans le sens qu'ils pensèrent qu'ils préféraient, car les alternatives qui ne s'alignaient pas avec son analyse préalable ne prospérèrent pas. Ce mécanisme accélérait l'exécution, mais signifiait aussi que les mauvaises idées de Heydrich rencontraient rarement de résistance interne avant de se transformer en ordre. L'extension du système à l'ensemble de l'Europe occupée commença avec l'invasion de la Pologne en septembre 1939. Heydrich fut responsable de l'organisation des groupes d'action, des unités mobiles composées de membres des SS, de la Gestapo et de la police criminelle, opérant derrière les lignes de front avec l'instruction d'éliminer les élites polonaises. La doctrine derrière cette opération était celle que Heydrich avait formulée les années précédentes dans le contexte de la répression intérieure allemande. Un peuple sans élites intellectuelles, politiques et religieuses est un peuple sans capacité de résistance organisée. En Pologne, cette doctrine fut appliquée à une échelle massive. Enseignants, médecins, ingénieurs, prêtres, fonctionnaires, officiers de l'armée, toute figure susceptible de devenir un point d'organisation pour une résistance polonaise, furent identifiés à partir de listes préparées avant l'invasion et éliminés dans les semaines et les mois qui suivirent l'entrée des troupes. Heydrich supervisa la préparation de ces listes. L'accumulation de responsabilités au cours des années suivantes fit de l'Office central de sécurité du Reich, créé en septembre 1939 et que Heydrich dirigea dès sa fondation, l'organisme le plus puissant de l'appareil d'État allemand en termes de capacité opérationnelle réelle. La Gestapo, le Sicherheitsdienst, la police criminelle, le service de renseignement extérieur et plusieurs organismes auxiliaires opéraient sous un commandement unique. Le budget, le personnel et la portée géographique de cette structure s'accrurent avec chaque territoire occupé,
et Heydrich conservait des dossiers sur presque tous ceux qui auraient pu le contester. Le 20 janvier 1942, Heydrich convoqua dans une villa au bord du lac de Wannsee, dans la banlieue de Berlin, 15 hauts fonctionnaires de l'État allemand. La réunion dura environ 90 minutes. Parmi les convoqués figuraient des secrétaires d'État de divers ministères, des responsables de l'administration des territoires occupés et Adolf Eichmann, chef de la section des affaires juives de l'Office central de sécurité du Reich, qui se chargea du procès-verbal. Le but de la conférence n'était pas de décider de l'extermination de la population juive européenne. Cette décision avait déjà été prise dans les semaines précédentes et le premier centre d'extermination, Chelmno, était opérationnel depuis décembre 1941. L'objectif était de coordonner la participation des ministères civils de l'État allemand à une opération qui ne pouvait plus être exécutée exclusivement au sein de la chaîne de commandement des SS. Heydrich présenta aux participants les chiffres que son appareil avait compilés. 11 millions de Juifs dans les différents territoires européens sous contrôle ou influence de l'Allemagne. Il traça les lignes de compétences entre les différents organismes représentés dans la salle. Il établit que la coordination générale de l'opération incomberait à son bureau. Les fonctionnaires présents ne protestèrent pas. Certains posèrent des questions techniques sur des cas particuliers, les juifs d'origine mixte, les mariages mixtes, les exceptions découlant de services rendus au régime. Heydrich répondit avec la même précision qu'il employait dans n'importe quelle réunion de gestion administrative. Les protocoles de Wannsee, rédigés par Eichmann, allaient survivre à la guerre et devenir l'un des documents les plus cités lors des procès tenus au cours des décennies suivantes. À ce moment-là, Heydrich était le fonctionnaire qui coordonnait l'appareil de terreur intérieur allemand, le service de renseignement, la police politique et l'organisation logistique du génocide continental. Il possédait des archives sur la quasi-totalité des hauts dirigeants du régime. Walter Schellenberg, chef du service de renseignement extérieur de l'Office central de sécurité du Reich et proche collaborateur de Heydrich, affirmerait après la guerre que Heydrich lui avait confié en privé que ses dossiers sur Hitler contenaient des éléments dont le Führer lui-même aurait préféré qu'ils n'existent pas. En septembre 1941, Hitler résolut un problème qui ne trouvait aucune solution apparente depuis des mois par une décision qui comportait deux interprétations simultanées. Konstantin von Neurath, le diplomate conservateur qui exerçait depuis 1939 en tant que protecteur du Reich en Bohême et Moravie, avait administré le protectorat avec des méthodes que l'aile la plus radicale du régime jugeait insuffisamment vigoureuses. La résistance tchèque maintenait une activité clandestine. La production d'armement dans les usines tchèques, fondamentale pour l'effort de guerre allemand, subissait des sabotages et de l'absentéisme. Hitler désigna Heydrich comme protecteur du Reich par intérim, avec le mandat explicite de mettre de l'ordre dans le territoire par les méthodes qu'il avait appliquées en Pologne et dans les autres territoires occupés. La première lecture de cette décision était une promotion. Heydrich devenait l'administrateur politique de l'un des territoires les plus précieux du Reich sur le plan industriel. La seconde lecture était moins confortable pour Heydrich lui-même. Berlin l'écartait du centre du pouvoir réel pour une affectation territoriale qui, bien que pertinente, l'éloignait des décisions prises dans la capitale. Heydrich était trop puissant pour être maintenu à Berlin sans un poste absorbant toute son énergie, et trop efficace pour que l'on se passe de lui. Prague était la solution politique à cet équilibre instable. Heydrich arriva au château de Prague le 27 septembre 1941. Lors de son premier discours devant les autorités du protectorat, il exposa sa politique avec une clarté que ses prédécesseurs n'avaient jamais employée. Le territoire serait progressivement germanisé. La partie de la population tchèque que les critères raciaux du régime jugeraient assimilable serait intégrée dans la nouvelle structure. Le reste serait expulsé ou éliminé dès que les conditions de la guerre le permettraient. Dans l'immédiat, la priorité était de maximiser la production industrielle tchèque pour l'effort de guerre, ce qui exigeait un équilibre spécifique, une terreur suffisante pour supprimer la résistance organisée et des concessions matérielles suffisantes pour maintenir la productivité de la main-d'œuvre. Durant les 90 premiers jours de son mandat, Heydrich exécuta cette politique avec la même précision qui caractérisait son travail à Berlin. Le général Alois Elias, président du gouvernement collaborationniste tchèque, qui entretenait des contacts clandestins avec le gouvernement en exil de Béné à Londres, fut arrêté en octobre,
jugé par un tribunal militaire et condamné à mort, bien que l'exécution fût différée pour le maintenir comme instrument de pression sur le gouvernement tchèque. Des centaines de membres identifiés de la résistance intérieure furent arrêtés, jugés par des tribunaux d'exception et exécutés ou déportés. Parallèlement, Heydrich augmenta les rations alimentaires des ouvriers de l'industrie tchèque, élargit l'accès aux chaussures et aux vêtements à prix régulé, et organisa des projections cinématographiques gratuites, ainsi que des événements sportifs pour la classe ouvrière. L'absentéisme dans les usines d'armement diminua de façon notable. Les réseaux de résistance qui avaient survécu à l'automne 1939 se fragmentèrent sous la pression des purges. Dans ce contexte, Heydrich adopta une habitude que ses collaborateurs considéraient comme imprudente. Il se déplaçait dans une Mercedes-Benz décapotable, sans escorte armée visible, entre le château de Prague et la villa de Panenské Brezany où il résidait avec sa famille. Lorsque ses adjoints évoquaient le risque de circuler sans protection dans les rues d'une ville occupée, Heydrich répondait qu'aucun Tchèque n'oserait l'attaquer. Ce n'était pas une affirmation capricieuse. C'était le diagnostic d'un homme qui avait passé une décennie à analyser les mouvements de résistance et qui en avait conclu que la résistance intérieure tchèque, après les purges de l'automne, n'avait plus la capacité opérationnelle pour une action d'une telle envergure. Ce diagnostic était correct en ce qui concernait la résistance intérieure. Ce que Heydrich n'avait pas calculé, c'est que la décision de l'éliminer ne viendrait pas de Prague, mais d'un bureau à Londres, et que les hommes qui exécuteraient cette décision n'avaient pas encore foulé le sol tchèque lorsqu'il commença à parcourir la ville dans sa voiture décapotable. À Londres, František Moravec, chef du service de renseignement tchécoslovaque en exil, étudiait les rapports en provenance du protectorat et préparait une proposition que personne au sein du Reich n'avait jugée possible. Les services de Heydrich ne détectèrent aucun signe de ce qui s'organisait. Lorsque les premières nouvelles de ce qui avait été planifié dans ce bureau arriveraient, il serait déjà trop tard pour l'empêcher. La mission la plus dangereuse que les Alliés aient envoyée en Europe. František Moravec s'était échappé de Prague en mars 1939, quelques heures seulement avant que les colonnes blindées allemandes ne franchissent la frontière. En tant que chef du service de renseignement militaire tchécoslovaque, il disposait d'informations que les puissances alliées souhaitaient obtenir, et il s'en servit comme monnaie d'échange à Londres. Il emporta avec lui les archives les plus sensibles du service, dits de ses meilleurs officiers et la connaissance accumulée par des années de travail de renseignement contre l'Allemagne. Dès lors, sa tâche était double: maintenir le contact avec les réseaux clandestins qui survivaient à l'intérieur du protectorat et prouver aux alliés occidentaux que le service de renseignement tchécoslovaque, en exil, possédait une valeur opérationnelle réelle et non seulement une valeur symbolique. Le maintien de cette double utilité était ce qui garantissait la position du gouvernement en exil au sein de l'appareil allié. Le président Edvard Beneš dirigeait ce gouvernement en exil depuis Londres avec une difficulté politique devenue structurelle. Les accords de Munich de 1938, par lesquels la France et la Grande-Bretagne avaient cédé les Sudètes à l'Allemagne sans consulter Prague, étaient toujours formellement reconnus par certains secteurs de la diplomatie alliée comme faisant partie du droit international en vigueur. Cela signifiait que la position de Beneš, en tant que représentant légitime de la Tchécoslovaquie auprès des Alliés, dépendait en partie de la perception que son pays était un combattant actif dans la guerre, et non un territoire occupé dont les représentants en exil attendaient que d'autres résolvent leur situation. Les opérations de renseignement que le service de Moravec fournissait aux Britanniques étaient précieuses, mais insuffisantes pour projeter cette image de combattant actif dont Beneš avait besoin. Il fallait quelque chose de plus visible. À la fin du mois de septembre 1941, lorsque Heydrich arriva à Prague et commença à démanteler les réseaux que Moravec avait mis des années à construire, le chef du renseignement présenta à Beneš une proposition qu'il envisageait depuis plusieurs semaines. L'objectif était l'élimination physique de Reinhard Heydrich. Moravec fit valoir que l'opération servirait plusieurs objectifs simultanés. Elle prouverait aux Alliés que le gouvernement en exil était capable d'actions à fort impact, elle désarticulerait l'appareil administratif qui détruisait la résistance intérieure tchèque, et elle créerait un précédent qui obligerait les dirigeants du Reich à agir avec plus de prudence dans les territoires occupés. Beneš écouta l'analyse et autorisa le développement du plan.
Moravec contacta le brigadier Colin Gubbins, directeur des opérations du Special Operations Executive, l'organisme créé par Churchill en 1940 avec le mandat explicite de mettre le feu à l'Europe, c'est-à-dire de favoriser la résistance dans les territoires sous contrôle allemand par le sabotage, l'entraînement de partisans et des opérations clandestines. Gubbins écouta la proposition sans objection substantielle. Le Special Operations Executive avait de l'expérience dans les opérations d'élimination sélective et le profil de Heydrich justifiait le risque opérationnel du point de vue de l'impact stratégique. La coordination logistique incomberait aux Britanniques. La sélection et la préparation des exécutants seraient de la responsabilité de Moravec. L'opération reçut le nom de code anthropoïde, terme grec désignant ce qui a une forme humaine, habituellement utilisé en zoologie. Moravec sélectionna les candidats parmi les 2000 soldats tchécoslovaques en exil qui s'entraînaient dans les bases militaires britanniques. Le critère de sélection combinait l'aptitude physique et tactique avec un facteur moins quantifiable, mais que Moravec considérait comme déterminant. Les candidats ne devaient pas avoir de famille immédiate dans le protectorat, dont la sécurité aurait pu devenir un levier de pression durant l'opération. Un agent sachant que ses parents ou sa femme étaient à Prague et pouvaient être utilisés comme otages, était un agent potentiellement vulnérable. La première équipe désignée fut composée du sous-officier Josef Gabčík, un mécanicien d'origine slovaque de 22 ans, et du sergent Karel Svoboda. Svoboda subit une blessure crânienne lors de l'entraînement qui l'invalida médicalement pour la mission. Il fut remplacé par Jan Kubis, un sergent d'origine tchèque qui n'avait pas terminé le cycle de formation spécifique et nécessita plusieurs semaines d'instruction supplémentaires avant que tous les éléments de l'opération ne soient prêts. L'entraînement que Gabčík et Kubis reçurent dans les installations du Special Operations Executive en Écosse couvrait un large spectre de compétences. Techniques de combat au corps à corps, avec et sans armes. Fabrication et pose d'explosifs improvisés. Procédures de communication cryptées via des équipements radiocompacts. Utilisation de faux documents. Papiers d'identité, permis de travail, lettres de créance de transit. Méthode pour se déplacer en territoire occupé en minimisant l'exposition au contrôle de la Gestapo, laquelle opérait par une combinaison de vérification documentaire systématique et de réseaux d'informateurs civils. Les instructeurs du Special Operations Executive qui travaillèrent avec les deux agents décrivirent Gabčík comme le plus instinctivement compétent dans les situations de combat direct et Kubis comme le plus méticuleux dans la préparation et la gestion des matières explosives. Cette complémentarité était l'un des facteurs que Moravec avait pris en compte lors du choix de la composition de l'équipe. Le plan opérationnel initial prévoyait de mener l'action lors d'un trajet en train entre Prague et Berlin, que Heydrich effectuait périodiquement pour ses réunions dans la capitale. Cette option fut écartée car la logique tactique d'un espace clos aux sorties limitées ainsi que la présence habituelle de personnel de sécurité dans les trains de haut rang rendait presque impossible tout plan d'évasion viable. L'alternative était une action sur la voie publique, en un point de l'itinéraire que Heydrich parcourait régulièrement et où le véhicule serait obligé de ralentir. Cette option offrait davantage de voies de repli potentielles, mais aussi plus de variables échappant au contrôle des agents, passants, trafic imprévu ou possible escorte supplémentaire un jour donné. À l'aube du 28 décembre 1941, un avion de la Royal Air Force transporta Gabčík et Kubis, ainsi que deux autres équipes de parachutistes, Silver A et Silver B, vers l'espace aérien du protectorat. Le parachutage fut imprécis. Le brouillard et la navigation nocturne au-dessus d'un territoire inconnu entraînèrent des déviations qui laissèrent toutes les équipes loin de leur zone de destination prévue. Gabčík et Kubis atterrirent près de la localité de Navesdy, à 30 km à l'est de Prague. Ils enterrèrent les parachutes dans le sol gelé et commencèrent à s'orienter dans l'obscurité à l'aide des cartes qu'ils transportaient. Le réseau de contacts qui devait les recevoir était incomplet. Les deux agents passèrent les premières semaines à se déplacer entre des maisons de sécurité avec des papiers d'identité, les présentant comme des travailleurs en transit, évitant les contrôles aléatoires de la Gestapo dans les gares ferroviaires et les arrêts de tramway. Le contact avec les fragments survivants de l'organisation clandestine s'établit de manière graduelle et avec une extrême prudence.
Chaque nouveau contact représentait une exposition potentielle et déterminait avec certitude qui, au sein de la résistance intérieure, restait digne de confiance, était une tâche sans réponse sûre. La famille de Marie Moravkova, qui n'avait aucun lien de parenté avec le chef du renseignement František Moravec, fut l'un des nœuds centraux du réseau de soutien. Marie Moravkova hébergea les agents à plusieurs reprises au cours des mois suivants, les mit en relation avec d'autres contacts du réseau et géra une partie du flux de messages cryptés vers Londres. Son mari Aloïs et son fils Ata participèrent à différents degrés aux mêmes activités. Marie Moravkova était consciente de ce que cela signifiait pour sa famille. Si la Gestapo découvrait son rôle, la peine pour chacun d'eux était la mort. Elle le savait dès le premier instant et accepta le risque. Lorsque les réseaux de résistance intérieure qui soutenaient les agents prirent connaissance de l'objectif réel de la mission, la réaction fut une alarme immédiate et croissante. Les responsables clandestins des organisations survivantes avaient revu, au cours des 2 mois précédents, ce que les purges de Heydrich avaient coûté. Des centaines de détenus, des dizaines d'exécutions publiques et privées, des familles entières déportées vers des camps de concentration. Ils comprenaient mieux que quiconque à Londres quelle serait l'ampleur des représailles si l'attentat était perpétré contre le protecteur du Reich lui-même. Leurs estimations privées sur le nombre de victimes qu'une représaille d'une telle magnitude pourrait produire étaient précises. Durant les mois de janvier à mai 1942, les responsables de la résistance intérieure envoyèrent plusieurs messages urgents à Londres demandant que l'opération soit annulée ou redirigée vers une cible de moindre rang dont l'élimination engendrerait une représaille proportionnelle. Le 12 mai 1942, la Gestapo intercepta l'un de ces messages dans lequel la résistance intérieure demandait explicitement que l'attentat ne soit pas mis à exécution car il apporterait de terribles conséquences pour la nation tchèque et suggérait que si l'opération devait avoir lieu, elle soit redirigée contre quelques collaborateurs locaux de moindre importance. Londres accusa réception du message. La réponse fut que le commandement était conscient de la gravité de la situation, mais qu'il n'y avait aucune raison justifiant l'annulation de l'opération. L'ordre ne fut pas révoqué. Gabčík et Kubis reçurent la confirmation que leur mission n'avait pas changé. Ils étaient des soldats porteurs d'ordre qu'ils n'étaient pas en position de remettre en question et qui, comme ils le dirent, lors de l'unique confrontation directe qu'ils eurent avec les chefs de la résistance intérieure à ce sujet, étaient venus à Prague pour tuer Reinhard Heydrich et que c'était exactement ce qu'ils prévoyaient de faire. Pendant les 6 mois qu'ils passèrent dans la ville, les 2 agents étudièrent systématiquement les mouvements de Heydrich. Le protecteur du Reich se déplaçait entre le château de Prague, où il avait ses bureaux, et la villa de Panenské Brezany, à 17 km au nord de la ville, où il résidait avec sa famille. Le trajet entre les 2 points comportait plusieurs itinéraires possibles, mais celui que Heydrich utilisait avec la plus grande régularité descendait par la rue Kirchmayerova, dans le district de Liben, et empruntait un virage serré que le conducteur de la Mercedes devait négocier à vitesse réduite. C'était le seul point du parcours habituel où le véhicule perdait de la vitesse de manière prévisible et où il existait suffisamment d'espace sur le trottoir pour que 2 hommes prennent position sans paraître visiblement incongrus. Le processus d'observation des mouvements de Heydrich sans être détecté exigea une discipline opérationnelle que les 2 agents maintinrent pendant des semaines. Ils ne pouvaient pas se placer au même point d'observation plusieurs jours consécutifs sans attirer l'attention des voisins ou des agents de la Gestapo qui patrouillaient en civil. Ils alternaient entre différentes positions le long de la route, ajustant leurs papiers d'identité selon le quartier où ils opérèrent ce jour-là. Ouvriers industriels dans certains secteurs, employés de bureaux dans d'autres. Chaque visite au point du virage était une répétition clandestine. Chaque retour aux maisons de sécurité était une évaluation de ce qu'ils avaient observé. L'heure à laquelle Heydrich quittait Panenské Brezany variait entre 9h et 10h30 du matin selon les jours, avec une dispersion qui rendait impossible la prédiction exacte du moment de son arrivée au virage. Les 2 agents durent calculer combien de temps à l'avance ils devaient être en position sans que la tente ne devienne visible. Les armes disponibles pour l'opération étaient celles qu'ils avaient apportées lors du saut en parachute. L'arsenal comprenait un pistolet mitrailleur Sten de fabrication britannique, des grenades à main modifiées avec des fusées à percussion conçues pour détonner au contact et des pistolets de réserve.
Le pistolet mitrailleur Sten était une arme conçue pour les opérations en intérieur, économique à fabriquer et facile à transporter en pièces détachées, mais avec un défaut opérationnel connu de tous ceux qui l'avaient utilisé sur le terrain. Il avait tendance à s'enrayer lorsque les mécanismes internes accumulaient de la saleté ou de l'humidité. Gapsik connaissait ce défaut. Les répétitions de la procédure d'action au point choisi furent réitérées à de multiples reprises sans être exécutées, mesurant les temps de réaction, identifiant les voies de repli vers le pont sur la Vltava et vers le quartier de Kobylissi, établissant ce que chaque membre de l'équipe ferait si le premier échouait et dans quelles circonstances l'action devait être avortée. Le 26 mai 1942, Heydrich présida au château de Prague une réunion avec des représentants du gouvernement du protectorat pour présenter un programme d'endoctrinement national-socialiste destiné aux jeunes Tchèques âgés de 10 à 18 ans. À la fin de la réunion, son agenda indiquait un engagement pour le lendemain. S'envoler pour Berlin afin de rencontrer Hitler. C'était un voyage prévu plusieurs jours à l'avance, sans changement d'itinéraire de dernière minute. Son conducteur, le caporal Johannes Klein, prépara la Mercedes-Benz décapotable pour le petit matin. Heydrich ne sollicita aucune escorte. Le lendemain matin, Gapsik et Kubis prirent position dans le virage de la rue Kirchmayerova. Ils étaient à Prague depuis 6 mois à attendre ce moment. La Mercedes de Heydrich quittait Panenské Brezany en direction de Prague. Les derniers instants qui ont achevé le bourreau de Prague. Le matin du 27 mai 1942 était froid et nuageux sur Prague. Le trafic dans la rue Kirchmayerova était celui habituel d'un jour ouvrable. Tramways, bicyclettes, quelques véhicules à moteur sur les voies principales. Joseph Gapsik transportait le pistolet mitrailleur Sten démonté à l'intérieur d'une mallette à main qui ressemblait au bagage ordinaire d'un travailleur en transit. Jan Kubis attendait quelques mètres plus loin avec les grenades modifiées dissimulées sous son manteau. Les deux hommes étaient arrivés au point de rendez-vous avec suffisamment d'avance pour confirmer qu'il n'y avait aucune présence visible d'escorte ou de surveillance supplémentaire dans la zone. La position de Kubis était calculée pour qu'il puisse agir depuis le côté gauche du véhicule si la première tentative de Gapsik échouait. Le tramway numéro 12 passa par l'arrêt qu'ils utilisaient comme signal de synchronisation. Les deux hommes prirent leur position définitive. Le temps d'attente entre ce moment et l'arrivée du véhicule fut de plusieurs minutes. Durant cet intervalle, plusieurs passants passèrent par le même tronçon sans que l'un ou l'autre des deux agents ne modifie sa position ou son attitude. Un témoin ayant déclaré plus tard devant les autorités tchèques en exil se souviendrait avoir vu un homme avec une mallette à l'arrêt du tramway qui regardait en direction du haut de la pente sans détourner les yeux pendant un temps qui lui parut excessif pour quelqu'un qui attendait simplement le tramway. Le témoin n'avait pas donné suite à cette observation. Le cabriolet Mercedes-Benz avec la plaque d'immatriculation du protectorat apparut en descendant la pente peu avant 10h30 du matin. Le caporal Johannes Klein conduisait. Reinhard Heydrich occupait le siège avant droit. Il n'avait pas d'escorte. Lorsque le véhicule atteignit le point du virage serré où la géométrie de la rue obligeait à réduire la vitesse de manière significative, Klein appuya sur le frein. Gapsik sortit de l'arrêt de tramway, se posta au milieu de la chaussée et leva son pistolet mitrailleur en visant le conducteur. Klein arrêta le véhicule. À cet instant, Heydrich prit une décision que ses propres adjudants auraient qualifiée de téméraire. Au lieu d'ordonner au conducteur d'accélérer pour sortir de la zone de danger, il se leva sur le siège passager et sortit son pistolet. Cette décision, qui sauva probablement Klein de la rafale de Gapsik en arrêtant la voiture, fut aussi celle qui le tua. Le pistolet mitrailleur ne fit pas feu. Le mécanisme s'était enrayé. Gapsik jeta l'arme et chercha son pistolet de réserve. Dans la seconde et demie qui s'écoula entre l'enrayage et le moment où Gapsik put accéder à son pistolet, Jan Kubis lança depuis le côté gauche de la chaussée l'une des grenades modifiées vers l'intérieur du véhicule. L'angle de lancer fut imprécis. La grenade ne tomba pas à l'intérieur de la Mercedes. Elle frappa la roue arrière droite et explosa contre la carrosserie extérieure au point de jonction entre la roue et le garde-boue. La détonation projeta dans de multiples directions des éclats de métal de la carrosserie et des fragments du rembourrage du siège arrière, laine de remplissage, crin de cheval compressé utilisé comme matériau d'amortissement dans les rembourrages des véhicules de luxe allemands, fibres textiles.
Heydrich reçut l'impact de ces fragments sur le côté droit du corps. Une côte fracturée, le diaphragme perforé, la rate endommagée par l'onde de choc et les projectiles secondaires. Les éclats organiques du rembourrage, imprégnés de saleté et de bactéries provenant de l'extérieur du véhicule, pénétrèrent dans la cavité thoracique avec les fragments métalliques. Klein sortit indemne du véhicule. Heydrich sauta du siège, son pistolet à la main, et commença à poursuivre Kubis qui s'enfuyait vers une rue latérale. Il courut environ 50 mètres avant que les blessures internes ne l'arrêtent. Il s'appuya contre le garde-boue arrière de la voiture et attendit que les secours arrivent. Plusieurs civils tchèques ayant assisté à l'attentat transportèrent Heydrich dans une camionnette de livraison interceptée dans la zone. Il fut conduit à l'hôpital universitaire de Bulovka, à moins de 10 minutes du lieu de l'attaque. Les médecins qui le reçurent effectuèrent une évaluation rapide des blessures. Côte fracturée, perforation de la plèvre, lésions spléniques, cavité thoracique compromise. Le chirurgien Vladimir Snajdr ouvrit le champ opératoire l'après-midi même. Les fragments extraits lors de l'intervention confirmèrent ce que les plaies laissèrent supposer. Outre les éclats métalliques, l'intérieur de la cavité thoracique contenait des matériaux organiques provenant du rembourrage du véhicule. La contamination bactérienne introduite par ces matériaux dans le corps de Heydrich ne fut pas identifiée dans toute son ampleur durant les premières heures, car les antibiotiques disponibles à l'époque, les premières sulfamides, avaient un spectre d'action limité, et la microbiologie des infections traumatiques complexes se situait alors aux limites des connaissances médicales. La nouvelle de l'attentat parvint au quartier général du Führer à Rastenburg dans la matinée. Hitler réagit par un ordre immédiat. 10 000 Tchèques devaient être arrêtés à titre de représailles préventives. Karl Hermann Frank, secrétaire d'État du protectorat et fonctionnaire le plus haut gradé à Prague à ce moment-là, reçut l'ordre et le temporisa, arguant qu'une arrestation massive d'une telle ampleur avant que la mort de Heydrich ne soit confirmée pourrait déstabiliser la production industrielle du protectorat plus qu'elle ne contribuerait à supprimer la résistance. Hitler ordonna également le transfert immédiat à Prague de Karl Gebhardt, le chirurgien personnel de Himmler, accompagné d'une équipe de spécialistes de Berlin. Gebhardt arriva à l'hôpital de Bulovka le jour même. C'était un chirurgien doté d'une réputation solide au sein de l'appareil médical du régime, bien que son parcours inclue également des expériences pratiquées sur des prisonniers de camps de concentration, lesquels seraient documentés lors des procès d'après-guerre. À Prague, sa fonction consistait à superviser le traitement de Heydrich et à garantir que les meilleures ressources médicales disponibles dans le Reich soient entre les mains de l'équipe soignant le protecteur du Reich. Gebhardt révisa les interventions réalisées par Snajdr et émit des rapports prudemment optimistes durant les premiers jours. L'évaluation initiale indiquait que les blessures étaient graves, mais pas nécessairement mortelles pour un patient ayant la constitution physique de Heydrich, connu pour pratiquer régulièrement l'escrime, l'équitation et le sport jusqu'à quelques jours avant l'attentat. Snajdr et les chirurgiens tchèques ayant réalisé la première intervention recommandèrent l'usage de sulfamides pour traiter l'infection qu'ils prévoyaient comme conséquence de la contamination du champ opératoire. Gebhardt, suivant la position dominante de la médecine allemande de cette période, s'opposa à ce traitement durant les premières journées. L'infection progressa sans frein pendant cet intervalle. Lorsque Gebhardt autorisa enfin les sulfamides, la septicémie s'était déjà propagée à un point tel que les ressources médicales de 1942 ne pouvaient plus l'inverser. Gebhardt fut condamné à mort et exécuté après la guerre pour les crimes commis dans les camps de concentration sous sa supervision. Himmler visita personnellement l'hôpital. Heydrich le reçut redressé dans son lit, conscient, sans signe visible d'effondrement. Les communications entre l'hôpital et le quartier général enregistraient une évolution qui, les premiers jours, suggérait une stabilisation. Cette perception changea au cours des jours suivants, de manière graduelle puis soudaine. Ce que les médecins n'avaient pu extraire lors de la première intervention, c'étaient les fragments organiques les plus petits, les fibres de rembourrage et le crin de cheval qui avaient pénétré dans des zones de la cavité thoracique où le champ opératoire avait un accès limité. Ces matériaux déclenchèrent une infection bactérienne qui se propagea plus vite que les traitements disponibles ne pouvaient la contrôler. La température de Heydrich commença à augmenter le 3e jour après l'attentat. Lors des visites qu'il reçut durant ces journées, incluant une nouvelle venue de Himmler lui-même,
lequel multiplia sa présence à l'hôpital lorsque les rapports commencèrent à devenir moins optimistes, Heydrich conserva une prestance que ses médecins décrivirent comme frappante compte tenu des circonstances physiques. Il ne demanda pas à appeler sa famille. Il ne dicta aucune instruction finale. Il se comporta comme quelqu'un estimant que la situation était réversible, alors que ses propres constantes vitales indiquaient le contraire. Le 4e jour, la fonction rénale commença à se détériorer. Les médecins pratiquèrent une seconde intervention chirurgicale pour tenter d'accéder au foyer d'infection. Le résultat fut insuffisant. L'état de Heydrich se dégrada de façon accélérée. Le 3 juin, il tomba dans le coma. Le 4 juin 1942, à 4h30 du matin, Reinhard Heydrich mourut à l'hôpital de Bulovka. La cause officielle enregistrée fut une septicémie généralisée. Il avait 38 ans. La blessure de guerre qui le tua ne fut pas l'impact de la mitraille. Ce fut le crin de cheval du rembourrage de sa propre automobile. La nouvelle parvint à Hitler dans la matinée du 4. Il ordonna des funérailles d'État de première importance. Le corps de Heydrich fut préparé à l'hôpital, transféré au château de Prague et exposé dans la salle d'honneur pendant 3 jours. Sur le cercueil fut placé son uniforme d'Obergruppenführer des SS avec toutes ses décorations, parmi lesquelles la croix de chevalier de la croix de fer avec feuilles de chêne que Hitler lui avait octroyée quelques semaines avant l'attentat. Des milliers de Tchèques défilèrent devant le cercueil durant les jours d'exposition. Ce n'était pas une expression de deuil, c'était une obligation imposée par les autorités du protectorat que les habitants de Prague remplissaient sous la surveillance visible de la police. Le corps fut transféré par train à Berlin. Dans la capitale du Reich, le cercueil fut placé dans la nouvelle chancellerie du Reich sous une garde d'honneur des SS. Himmler prononça l'éloge funèbre d'une voix contrôlée, celle qu'il employait lors des cérémonies officielles, décrivant Heydrich comme l'homme qui incarnait l'idéal des SS et dont la mort représentait la perte la plus grave que le mouvement ait subie depuis le début de la guerre. Hitler déposa personnellement la plus grande couronne placée sur le cercueil. Les journaux du régime publièrent des éditoriaux décrivant l'attentat comme le crime de la conspiration judéo-bolchevique internationale agissant par l'intermédiaire du gouvernement tchèque en exil. La chaîne de causalité tracée par les éditorialistes du régime était simple et fonctionnelle. Bennes à Londres, les agents entraînés par les Britanniques, les terroristes tchèques qui les avaient hébergés, les villages qui les avaient soutenus. Ce récit avait un but opérationnel spécifique, justifier les représailles auprès de l'opinion publique allemande et dans les territoires occupés comme une réponse proportionnelle à un acte de terrorisme orchestré de l'extérieur. Karl Hermann Frank conçut la riposte avec les unités des SS et de la Gestapo disponibles dans le protectorat. La logique des représailles exigeait un objectif concret pouvant être présenté publiquement comme lié de manière démontrable aux assaillants. Les rapports de renseignement accumulés durant les semaines suivant l'attentat pointaient dans plusieurs directions simultanément. La Gestapo avait identifié des fragments d'informations sur les parachutistes à partir des éléments récupérés sur les lieux de l'attentat, une bicyclette abandonnée, des faux papiers partiellement détruits, de l'équipement d'origine britannique. Mais ces fragments ne convergèrent vers aucun nom ni aucune adresse concrète pouvant servir de point de départ à une action visible. Alors que l'enquête avançait sans résultat concret, les fusillades commencèrent sans attendre de preuves formelles. Dans les jours et les semaines suivant la mort de Heydrich, des groupes de personnes identifiées comme suspectes, des proches d'individus liés au réseau de résistance connu ou simplement des personnes sélectionnées parmi les détenus des semaines précédentes, furent exécutés par petits groupes en différents points du protectorat. Le nombre de victimes dépassa le millier avant que l'enquête ne trouve l'information recherchée. La machinerie répressive était en mouvement, avec ou sans objectif précis. Ce qu'il lui fallait, c'était un point de concentration qui donnerait aux représailles une forme géographique visible. Ce point finirait par arriver, et il ne proviendrait pas du travail du renseignement allemand. Il proviendrait de quelqu'un qui était sorti affronter le froid sans que personne ne le lui demande. La vengeance de Hitler, 2 villages détruits, 2000 Tchèques exécutés. Karel Kurda était arrivé dans le protectorat en parachute en mars 1942 en tant que membre de l'opération Outdistance, l'une des équipes lancées par la direction des opérations spéciales britanniques au cours de la même phase qu'Anthropoid.
Sa mission consistait en la reconnaissance et le renseignement, et non en l'action directe. Son profil était celui d'un agent d'extraction d'informations, pas celui d'un combattant. Il connaissait l'existence de GAPSIC et Cubis ainsi qu'une partie du réseau de contacts qui les soutenait, car ce réseau était, sur certains tronçons, partagé avec les équipes de parachutistes arrivées au même moment. Durant les mois qui suivirent l'attentat, Kurda observa depuis ses caches sécurisées comment la répression allemande s'intensifiait de semaine en semaine. Les fusillades, les arrestations massives, les perquisitions domiciliaires dans des quartiers entiers de Prague, la pression croissante sur toute personne ayant pu avoir un contact avec les réseaux clandestins. Le 16 juin 1942, Karel Kurda se présenta volontairement au bureau de la Gestapo à Prague. Il ne fut pas capturé, il ne subit aucune pression. Il y entra de son plein gré. En échange d'informations sur les parachutistes et leur réseau de contacts, il sollicita une garantie de sécurité pour lui et sa famille, ainsi que la récompense d'1 million de couronnes tchèques que les autorités allemandes avaient offerte publiquement pour toute information menant à la capture des responsables de l'attentat. La Gestapo accepta. L'information que Kurda livra ce jour-là ne conduisit pas immédiatement à GAPSIC et Cubis, car Kurda ne connaissait pas leur cachette exacte à ce moment-là. Ce qu'il connaissait, en revanche, c'étaient les noms, les adresses et les procédures de plusieurs familles ayant soutenu les parachutistes au cours des mois précédents. L'un de ces noms était celui de la famille Moravec. Dans les heures qui suivirent la comparution de Kurda, des effectifs du corps de sécurité des SS et de la Gestapo se déployèrent vers les adresses fournies. Lorsque les agents pénétrèrent dans l'immeuble où vivait la famille Moravec, Marie Moravkova prit la capsule de cyanure qu'elle portait sur elle depuis des mois en prévision de ce scénario. Elle mourut avant qu'il ne puisse l'interroger. Son fils, Ata Moravec, fut arrêté. Les agents de la Gestapo interrogèrent Ata Moravec au cours de plusieurs heures, en lui administrant de l'alcool pour briser sa résistance. Sous l'effet de ce mélange, Ata fournit l'information dont les enquêteurs avaient besoin. Les parachutistes, ainsi que plusieurs membres additionnels des équipes de la direction des opérations spéciales, qui avaient cherché refuge durant les semaines de recherche active, se trouvaient dans la crypte souterraine de l'église orthodoxe des Saints Cyril et Méthode, dans la rue Reslova, du quartier de Nové Mesto à Prague. Ata Moravec fut exécuté avec son père et d'autres membres de sa famille dans les semaines qui suivirent. À l'aube du 18 juin 1942, 700 effectifs des SS, de la Gestapo et du corps de sécurité déployèrent un encerclement complet autour du pâté de maison où se trouvait l'église. Des tireurs d'élite occupèrent des positions dans les édifices environnants. Les véhicules des SS bloquèrent tous les accès au secteur. L'évêque Goraz, chef de l'église orthodoxe dans le protectorat et responsable d'avoir autorisé l'usage de la crypte pour cacher les parachutistes, était présent lorsque l'encerclement commença. Il négocia avec les officiers dirigeant l'opération, tentant de les convaincre que les hommes recherchés ne se trouvaient pas à l'intérieur du bâtiment. La négociation n'aboutit à rien. Les officiers envoyèrent l'évêque Goraz à l'intérieur avec un ultimatum. Les occupants devaient se rendre, faute de quoi l'édifice serait réduit à néant. L'évêque entra et transmit le message. Aucun des hommes à l'intérieur n'envisa la reddition. Dans l'église et dans la crypte souterraine se trouvaient 7 hommes. GAPSIC et Cubis, les exécutants de l'attentat, ainsi que 5 parachutistes d'autres équipes de la direction des opérations spéciales, les équipes Anthropoid, Silver, EA, Bioscope et TIN, qui avaient convergé vers ce refuge durant les semaines de recherche intense. Les 7 savaient, dès l'instant où les véhicules des SS arrivèrent, qu'ils ne sortiraient pas de cet édifice. Aucun ne le formula comme une plainte. Le combat commença à 4 heures du matin. Les premières tentatives des effectifs des SS pour entrer par les fenêtres de la nef principale furent repoussées depuis des positions défensives à l'intérieur. Cubis et 3 des parachutistes tenaient le niveau supérieur de l'église. GAPSIC et les 3 autres restèrent dans la crypte souterraine, accessible uniquement par un escalier de service étroit et par un petit soupirail de ventilation donnant directement sur la rue Reslova. Cubis reçut une blessure de grenade à la tête durant les échanges du début de matinée. Il continua à combattre. L'hémorragie fut progressive. Il mourut à l'intérieur de l'église avant que les Allemands ne puissent forcer l'entrée du niveau supérieur. Les 3 parachutistes qui combattaient à ses côtés moururent également durant l'assaut au cours des heures suivantes.
La prise de la crypte posa aux effectifs des SS un problème tactique qu'ils résolurent avec les moyens disponibles. L'escalier d'accès était si étroit que toute tentative de descente sous le feu se soldait par des pertes immédiates pour les assaillants. Lors des premières tentatives d'assaut par l'escalier durant la matinée, les soldats SS qui essayèrent de descendre furent abattus à bout portant et durent reculer avec des pertes. Les 4 hommes dans la crypte avaient des munitions limitées, mais ils connaissaient le terrain avec précision et pouvaient concentrer leur feu sur l'unique point d'accès disponible depuis le haut. Les Allemands introduisirent alors une lance d'incendie par le soupirail de ventilation et commencèrent à inonder la crypte. L'eau se mit à monter sur le sol de pierre. Les 4 hommes se replièrent vers l'extrémité la plus élevée de la crypte, qui disposait d'une chambre supérieure où le niveau de l'eau mettait plus de temps à monter. Ils continuèrent à tirer tant que le niveau montait et qu'ils pouvaient maintenir leur position hors de l'eau. Les effectifs des SS tentèrent également de descendre par le soupirail en profitant de la fumée des grenades à gaz pour couvrir leurs mouvements. Ces tentatives furent également repoussées. Le siège dura plus de 6 heures. À 13 heures, les tirs provenant de l'intérieur de la crypte cessèrent de manière abrupte. Lorsque les effectifs des SS pénétrèrent avec précaution par l'escalier, ils trouvèrent 4 corps. L'eau leur arrivait aux genoux. Les 4 hommes avaient utilisé leurs dernières balles contre eux-mêmes avant que l'eau ou les balles allemandes ne les atteignent. Joseph Gapsik figurait parmi eux. Le rapport officiel allemand du siège consigna 4 blessés parmi les assaillants et enregistra que les 7 parachutistes avaient combattu durant plus de 6 heures avec un armement minimal contre 700 hommes. Karl Hermann Frank transmit le résultat à Berlin. Hitler reçut la nouvelle sans commentaire consigné dans les actes de la réunion de ce jour-là. L'élimination des parachutistes constituait la conclusion nécessaire de l'opération de riposte à l'attentat, mais n'en était pas la partie la plus visible. Kurda reçut la récompense promise et fut relocalisé sous une fausse identité allemande sur le territoire du Reich. Il vécut sous cette identité jusqu'à la fin de la guerre, exerçant des activités commerciales en Allemagne de l'Ouest sous le nom de Karl Geroth. Il fut identifié et arrêté en Tchécoslovaquie en 1945, alors qu'il tentait de franchir la frontière avec des documents qui ne résistèrent pas à la vérification. Lors des interrogatoires qui suivirent son arrestation, Kurda décrivit les moments précédant sa présentation à la Gestapo, sans manifester de remords visibles quant aux conséquences de sa décision. Il fut jugé par un tribunal tchécoslovaque pour trahison envers la patrie et exécuté en avril 1947 à la prison de Pankráč à Prague. Le procès fut bref, les preuves étaient indiscutables. L'évêque Goraz et les 3 prêtres qui avaient facilité l'usage de la crypte furent arrêtés le jour même du siège. Poursuivis par un tribunal militaire allemand, tous 4 furent exécutés le 27 septembre 1942, un an jour pour jour après l'arrivée de Heydrich à Prague. L'église orthodoxe serbe, à laquelle appartenait la congrégation de l'église des saints Cyril et Méthode, les a canonisés des décennies plus tard en tant que martyrs. La crypte où les parachutistes résistèrent au siège a été conservée comme mémorial et ouverte au public après la fin de la guerre. Les impacts de balles sur les murs de pierre, les trous béants laissés par les grenades et le conduit par lequel les bombes ont introduit l'eau y sont encore visibles. La veille du siège de l'église, le 10 juin 1942, des unités des SS avaient encerclé avant l'aube le village de Lidice, à 25 km au nord-ouest de Prague. Les effectifs des SS séparèrent les hommes et les adolescents de plus de 15 ans du reste de la population durant la nuit, alors que la majorité dormait. 173 hommes et adolescents furent conduits à la ferme de la famille Horak, en lisière du village. Ils furent fusillés contre le mur de la grange par groupe de 10. Les tirs durèrent plusieurs heures. Les 184 femmes adultes de Lidice furent chargées dans des camions et déportées vers le camp de concentration de Ravensbrück. Sur les 98 enfants du village, 88 furent transférés au centre d'extermination de Chelmno dans des camions à gaz. Ils furent asphyxiés durant le trajet. 7 enfants furent sélectionnés comme racialement aptes à la germanisation et confiés à des familles allemandes sous de nouvelles identités. 3 étaient trop jeunes pour être séparés de leur mère et furent envoyés dans un orphelinat à Prague. Les bâtiments de Lidice furent incendiés un par un.
Les ruines furent dynamitées à l'aide de charges explosives. Le terrain fut nivelé avec des machines lourdes jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune structure visible. Le nom de l'IDIS fut supprimé des cartes du protectorat et des registres administratifs allemands. Le 14 juin, le ministère de la propagande du Reich annonça l'action comme une mesure de représailles pour l'assassinat de Heydrich. La nouvelle parvint à la presse alliée en quelques heures. Les photographies du village rasé et les données sur les victimes circulèrent dans les journaux de Londres, New York et Washington au cours des jours suivants. Le 24 juin, la même procédure fut appliquée au village de Ležáky, où un équipement radio clandestin lié à l'une des équipes de parachutistes avait été découvert. Les 33 adultes de Ležáky furent exécutés. Les 13 enfants furent envoyés à Chełmno. Le village fut démoli. Le nombre total de Tchèques exécutés comme conséquence directe de l'attentat contre Heydrich, au cours de la période que les autorités du protectorat appelèrent la Heydrichiade, dépassa les 2000. Les réseaux de résistance intérieure qui avaient survécu aux purges de l'automne furent pratiquement éliminés. La destruction ne fut pas seulement physique. La structure de confiance qui soutenait toute organisation clandestine, la connaissance de qui était fiable et qui ne l'était pas, s'était fragmentée d'une manière qui mettrait des années à se reconstruire. Le protectorat de Bohême et de Moravie fut, en termes d'activité de résistance organisée, l'un des territoires les plus calmes de l'Europe, occupé durant les 2 années qui suivirent la Heydrichiade. Ce silence n'était pas de l'acceptation. C'était le résultat de l'élimination systématique de tous ceux qui avaient tenté d'agir différemment. Ce que la machine du Reich n'avait pas calculé, ce fut l'effet de la destruction de l'IDIS sur l'opinion publique alliée. Les images et les données sur le massacre générèrent une indignation internationale qui changea le calcul diplomatique entourant le gouvernement tchèque en exil. Churchill soutint publiquement Beneš. En août 1942, le gouvernement britannique répudia formellement les accords de Munich. L'objectif politique que Beneš avait poursuivi en autorisant l'opération Anthropoïde fut atteint. Le prix fut payé intégralement par les morts de l'IDIS et de Ležáky, par les plus de 2000 exécutés de la Heydrichiade et par les 7 parachutistes de la crypte inondée. Lina von Osten avait 30 ans, 4 enfants et une pension à vie de l'État allemand. Le régime lui avait donné tout ce qui revenait à la veuve de l'homme qui avait construit l'appareil de terreur le plus efficace de l'histoire allemande. Ce qui viendrait ensuite ne dépendrait pas du régime, mais d'elle, et des décisions qu'elle prendrait durant les 4 décennies suivantes pour vivre avec un nom que le monde n'avait aucune raison d'oublier. Qu'est-il advenu de la famille de Heydrich après la guerre? Lina von Osten avait 30 ans lorsque Reinhard Heydrich mourut à l'hôpital de Bulovka. Elle portait le nom de Heydrich depuis décembre 1931, date de leur mariage à Grossenbrod, 3 jours après Noël. C'est elle qui avait déterminé la carrière de son mari, par l'intermédiaire de Karl von Eberstein, membre du réseau familial ayant un accès direct à Himmler. Elle organisa la rencontre qui mena Heydrich au SS après son expulsion de la marine. Heydrich n'appartenait pas au parti nazi lorsqu'il la rencontra. Lina en était déjà membre depuis 1929, avec la carte numéro 1200380. C'est elle qui l'introduisit dans cet univers, elle qui fit sa valise lorsque Himmler les convoqua à Munich, et elle qui, selon les témoignages ultérieurs de leurs proches, imposa le rythme d'ambition qui définit les premières années de la carrière de son mari. Lina n'a jamais interprété cette chaîne de causalité comme une responsabilité. Elle l'interpréta comme une contribution au projet qu'ils avaient partagé. Alors que Heydrich attendait à l'hôpital de Bulovka, Himmler avait assumé le rôle de tuteur légal de la famille. Ce fut une désignation que Lina accepta formellement, mais qu'elle géra à sa manière. Durant les 3 années qui suivirent à la mort de son mari, Lina administra la villa de Panenské Brezany avec une autonomie qui indisposa Himmler. Le chef des SS, qui avait projeté l'image de Heydrich comme un martyr du Reich, réprimanda Lina à au moins une occasion pour être ce qu'il qualifia, dans une communication interne, de « veuve politisante ». Lina recevait des visites, entretenait une correspondance avec des figures de l'appareil, organisait son propre réseau de relations au sein du régime et n'adopta à aucun moment le profil discret que Himmler jugeait approprié pour la veuve d'un héros tombé au combat. Elle ne lui demanda pas l'autorisation de retirer Haider des jeunesses hitlériennes en 1944, lorsqu'elle décida que cela suffisait.
Elle ne l'en informa pas non plus à l'avance. Dans les couloirs du régime circulèrent également des rumeurs sur la nature de la relation entre Lina et Walter Schellenberg, chef du service de renseignement extérieur de l'Office central de sécurité du Reich et l'un des collaborateurs les plus proches de Heydrich. Les rumeurs faisaient état d'un lien qui allait au-delà du professionnel. Schellenberg a toujours nié toute relation. Ce qui fut consigné dans les témoignages de l'entourage, c'est que Heydrich avait convoqué Schellenberg à au moins une occasion et lui avait fait comprendre avec la même froideur qu'il mettait à gérer toute autre affaire opérationnelle que cette ligne ne devait pas être franchie. Schellenberg ne franchit aucune ligne documentée. Mais le fait que le chef de l'appareil de sécurité le plus puissant du Reich ait ressenti le besoin d'adresser cet avertissement à son propre chef du renseignement extérieur en disait long sur la dynamique qui régnait au sein de la famille. Il y avait une autre dimension de la vie de Heydrich que Lina connaissait et sur laquelle elle choisit le silence stratégique dans toutes ses interviews. Heydrich avait ordonné la création et l'exploitation du salon Kitty, une maison de rendez-vous de luxe dans le quartier de la Giesebrechtstrasse à Berlin, que le service de sécurité des SS utilisait comme instrument de renseignement. Les chambres étaient équipées de micros cachés. Les femmes qui travaillaient dans l'établissement avaient été recrutées et formées par l'appareil de Heydrich pour soutirer des informations aux clients. Diplomates étrangers, militaires de haut rang, fonctionnaires du Reich, visiteurs de pays alliés et neutres. Le matériel recueilli au salon Kitty était intégré aux archives que Heydrich tenait sur les personnes d'intérêt opérationnel. Lina, dans les entretiens des années 70, décrivit l'affaire par une phrase que les journalistes qui la rencontrèrent retinrent comme caractéristique de son style. Elle déclara que ces choses faisaient partie du travail de Reinhard et que le travail de Reinhard ne la concernait pas. Cette phrase était techniquement fausse. Le salon Kitty était connu au sein du cercle le plus proche de Heydrich, et Lina n'était pas étrangère à ce cercle. Les 4 enfants que Heydrich laissa derrière lui avaient 37, des Tidimit, et des âges très différents au moment de sa mort. Klaus, l'aîné, était né en 1933, Heider en 1934, Silke en 1939, et Marthe, qui naquit le 23 juillet 1942, 7 semaines après la mort de son père. Le 24 octobre 1943, Klaus sortit à vélo par un portail que quelqu'un avait laissé ouvert sur la propriété. Un camion qui circulait sur la voie l'écrasa. Il mourut cet après-midi-là. Il avait 10 ans. Himmler ordonna que l'enquête sur l'accident soit classée sans suite pour le conducteur. L'effondrement du Reich au printemps 1945 força Lina à abandonner Panenské-Brezany avant que les forces soviétiques n'atteignent le protectorat. Elle plaça Heider et Silke au sein de familles de connaissances qui les emmenèrent vers l'ouest, tandis qu'elle s'occupait de Marthe, qui avait moins de 3 ans. La famille fut réunifiée à Fehmarn. La zone passa sous administration militaire britannique. La Tchécoslovaquie présenta des demandes d'extradition à l'encontre de Lina Heydrich à plusieurs reprises au cours des années suivantes. L'administration britannique les rejeta toutes. La Cour suprême tchécoslovaque alla plus loin. Elle la jugea par contumace pour crimes de guerre découlant de l'administration du domaine de Panenské-Brezany par le travail forcé et la condamna à la prison à perpétuité. Lina Heydrich ne purgea pas un seul jour de cette peine. Le processus de dénazification allemand l'acquitta de toutes les charges et lui permit de récupérer ses biens à Fehmarn, y compris l'ancienne maison d'été que Heydrich avait utilisée avant la guerre. C'est avec cette propriété que Lina construisit sa vie d'après-guerre. Elle transforma l'édifice en une auberge et un restaurant qu'elle exploita pendant plus de 2 décennies sous le nom d'Imbria Parva. L'établissement devint un point de ralliement pour d'anciens officiers des SS qui se rendaient périodiquement à Fehmarn pour des rencontres de vétérans. Dans la salle principale, sur une table latérale, Lina maintenait exposé le masque mortuaire en bronze de Reinhard Heydrich. Les journalistes qui parvenaient à accéder à l'établissement pour l'interviewer décrivaient invariablement ce détail. Lina considérait cela comme naturel. C'était la façon dont elle organisait l'espace qu'elle habitait. Son mari restait présent au centre de la pièce, 40 ans après être mort à Prague. Ce que les autorités allemandes d'après-guerre n'enquêtèrent pas fut la gestion de Lina à Panenské-Brezany durant les 3 années qui suivirent la mort de Heydrich.
Le domaine avait fonctionné avec la main-d'œuvre d'un sous-camp satellite de Flossenbürg. Des Tchèques, des Polonais, des Hollandais, des Allemands considérés comme asociaux et des témoins de Jéhovah travaillaient aux tâches agricoles et forestières de la propriété dans des conditions que les survivants du sous-camp décrivirent dans des témoignages ultérieurs devant les autorités tchèques. La Tchécoslovaquie inclut cette période d'administration parmi les chefs d'accusation de la condamnation par contumace. La République fédérale d'Allemagne n'ouvrit aucune procédure. Le tribunal de dénazification qui acquitta Lina ne prit pas en considération les témoignages des travailleurs forcés de Panenské Brezani. Lina ne fut jamais interrogée dans le cadre d'une procédure judiciaire allemande sur les conditions de travail dans le domaine. Sur les 98 enfants de l'I-10 déportés en juin 1942, 88 avaient été envoyés à Chelmno et assassinés dans les jours suivant la destruction du village. Les 10 autres furent classés comme racialement aptes à la germanisation et confiés à des familles allemandes sous de nouvelles identités. Après la guerre, des organisations de recherche tchèques et alliées localisèrent plusieurs de ces enfants en différents points d'Allemagne et d'Autriche, élevés sous des noms allemands, sans souvenir de l'I-10 ni du tchèque, ignorant qu'ils étaient les survivants d'un village qui avait cessé d'exister. Le processus de réintégration de ces enfants au sein de leur famille tchèque d'origine, ou de ce qu'il en restait, s'étendit bien avant dans les années 50 et fut dans de nombreux cas incomplet. Certains ne parlèrent plus la langue, d'autres avaient des familles adoptives qui refusèrent de les rendre, et certains ne furent de jamais localisés. L'État ouest-allemand suspendit la pension après la défaite. Lina intenta un procès pour la récupérer. L'argument de la demande était techniquement solide. Son mari avait été un général de la police allemande décédé en action, et la législation de la République fédérale d'Allemagne reconnaissait des pensions aux veuves de militaires tombés au champ d'honneur. Le gouvernement s'y opposa en invoquant le rôle de Heydrich dans l'Holocauste. Les tribunaux de première instance tranchèrent contre Lina. Elle fit appel. Le processus se prolongea tout au long de l'année 1956 et 1959. Finalement, les tribunaux de la République fédérale d'Allemagne tranchèrent en sa faveur. L'État démocratique allemand fut contraint par ses propres tribunaux de verser à la veuve de l'architecte de l'Holocauste la pension équivalente à celle d'un ministre-président à la retraite. Lina perçut cette pension jusqu'à sa mort. En février 1969, l'incendie de l'auberge Imbria Parva détruisit l'édifice jusqu'aux fondations. L'origine du feu ne fut pas déterminée par les autorités locales. Cette même année mourut Mauno Manninen, le poète et directeur de théâtre finlandais avec qui Lina s'était mariée en 1965 pour remplacer légalement le nom de Heydrich par celui de Manninen. Manninen s'était rendu à Fehmarn depuis Helsinki après avoir lu des articles à son sujet dans la presse scandinave. Le mariage avait une fonction explicite et tous deux la reconnurent sans ambiguïté. Lina avait besoin d'un nom différent pour sa vie quotidienne. Manninen mourut 4 ans après les noces. En 1976, Lina publia ses mémoires sous le titre Leben mit einem Kriegsverbrecher, ce qui se traduit par « Vivre avec un criminel de guerre ». Le titre était une ironie. Elle considérait ce qualificatif comme une injustice. Le livre décrivait Heydrich comme un professionnel qui exécutait les ordres sans implication idéologique personnelle, un homme qui aimait le violon, l'équitation et ses enfants. Au sujet de l'Holocauste, Lina affirma que les histoires sur les camps étaient un conte de fées. Dans des entretiens accordés durant ces années, elle déclara qu'elle rêvait de Reinhard presque toutes les nuits. La réédition du livre, publiée des années plus tard sous le titre Mein Leben mit Reinhard, fut préfacée par son fils Heider, l'ingénieur de Wörthsee, qui n'accordait d'entretien à personne. Pour la préface du livre de sa mère, il fit une exception. Silke Heydrich mena une vie totalement privée sans aucune déclaration publique enregistrée. Marthe, la fille cadette, née 7 semaines après la mort de son père et sans aucun souvenir possible de lui, tint un commerce à Bourg, sur cette même île de Fehmarn. Elle répondait aux journalistes qui la trouvaient avec courtoisie et brièveté, sans rien ajouter au registre historique. Heider fut le seul des 3 à laisser une trace publique concrète. En 2011, à l'âge de 76 ans, il se rendit à Panenské Brezani, le domaine au nord de Prague où il avait grandi durant les années où son père administrait le protectorat. Là, il accorda un entretien au magazine tchèque Reflex, le premier et l'unique entretien qu'il donnerait de sa vie.
Ce que Haider dit dans cet entretien contredisait point par point ce que sa mère avait soutenu pendant 4 décennies. Il affirma qu'à l'âge adulte, il avait visité des camps de concentration en Allemagne et en Pologne pour comprendre ce que son père avait fait. Il affirma qu'il avait dû apprendre à séparer l'homme privé que sa mère lui décrivait de l'homme public que les documents et les témoignages décrivaient. Et il affirma que l'assassinat de son père avait été une décision correcte. Le fils de Reinhard Heydrich, lors de la seule occasion où il s'exprima publiquement, valida l'acte des hommes qui avaient tué son père. Lina avait transmis à Haider, avant de mourir, une information qu'elle-même avait gardée pendant des décennies. Avant de perdre connaissance à l'hôpital de Bulovka, Heydrich lui avait dit qu'il ne voulait pas que l'Allemagne prenne des représailles pour sa mort. Karl Hermann Frank connaissait cette position et avait argumenté auprès de Hitler en tentant de limiter la portée des exécutions immédiates. Hitler ignora cet argument. L'Idis fut détruite 3 jours plus tard, les acquis 1 semaine plus tard. Plus de 2000 Tchèques furent exécutés dans les semaines suivantes. L'homme qui avait organisé l'extermination de millions de personnes mourut en demandant que l'on ne tue personne en son nom. Personne ne l'écouta. Ce fut le seul héritage que Heydrich laissa à ses enfants qui ne fut pas un nom. L'information que leur père, au dernier moment, avait demandé ce qu'il ne pouvait pas demander. Haider le savait. Il l'a traité pendant 70 ans avant de le dire à voix haute. Et quand il le dit en tchèque, à Prague, face aux caméras d'un magazine du pays que son père avait gouverné par la méthode de la carotte et du bâton. Ce que le nom de Heydrich a signifié pour les morts de Lidis, pour les enfants envoyés à Chelmno, pour les plus de 2000 Tchèques exécutés lors de la Heydrichiade, et ce qu'il a signifié pour Haider, Silke et Marthe, sont 2 grandeurs qui n'ont aucune échelle commune. Les premiers ont payé de leur vie, les seconds ont payé de leur nom. Cette asymétrie, la plus brutale de toutes celles qu'a produite l'histoire de Reinhard Heydrich, n'a pas de résolution. Elle n'a que des héritiers. Ascendance juive de Heydrich. En 1916, le Musique Lexicon de Hugo Riemann, le dictionnaire de musique le plus consulté dans les pays germanophones, publia dans son édition de Leipzig une précision à côté du nom de Bruno Heydrich, directeur du conservatoire de Halle. Il indiquait que son nom de scène était en réalité Sus, comme si Heydrich était un pseudonyme adopté pour dissimuler le patronyme original. En Allemagne, Sus était un nom aux résonances explicitement juives. Cette précision était une erreur éditoriale sans fondement. Bruno Heydrich poursuivit l'éditeur pour diffamation, gagna le procès et l'édition suivante rectifia l'entrée. Les milliers d'exemplaires de l'édition de 1916 étaient déjà distribués dans les bibliothèques et les conservatoires de toute l'Allemagne. La rumeur que cette erreur avait semée ne disparut pas avec la correction. Elle accompagna Reinhard Heydrich jusqu'au jour de sa mort et au-delà. Le nom Sus provenait de Gustav Robert Sus, un serrurier protestant sans ascendance juive, documenté qui, en 1877, avait épousé Ernestine, la grand-mère paternelle de Reinhard, après le décès de son premier mari. Un nom ambigu dans une lignée familiale déjà suspecte suffit pour que, dans le climat antisémite de l'Allemagne guillaumienne, la question de l'origine de la famille Heydrich reste ouverte de façon permanente. Reinhard Heydrich grandit à Halle sous le poids de cette rumeur. Ses camarades d'école l'appelaient Moses Handel, une combinaison de Moïse, figure centrale de l'imaginaire antisémite, et de Handel, comme approximation phonétique du nom de famille en dialecte saxon. Dans la marine allemande, où il entra en 1922, le surnom se simplifia en Isidore, un prénom qui, dans l'argot de l'époque, fonctionnait comme un synonyme informel de juif. La réponse de Heydrich face à cette pression fut de rejoindre une association étudiante antisémite pour démontrer que ce surnom n'avait aucun fondement. Le raisonnement était simple. Personne ayant une réelle ascendance juive ne ferait cela. La tactique atténua la pression directe. Elle n'élimina pas le soupçon. En 1932, alors que Heydrich accumulait du pouvoir au sein de l'appareil des SS à une vitesse qui générait des ennemis proportionnels, Gregor Strasser, responsable de l'organisation du parti nazi, reçut un rapport confidentiel signalant la possible ascendance juive de Heydrich et le transmit au généalogiste officiel du parti, le docteur Achim Gerke. Gerke enquêta et rendit sa conclusion.
Heydrich était d'origine allemande et exempt de toute trace de sang juif. L'exonération était officielle et signée par le fonctionnaire compétent. Heydrich ne se sentit pas exonéré. Il chargea en privé Ernst Hoffmann, un agent du service de sécurité des SS sous ses ordres, de poursuivre les recherches de manière indépendante jusqu'à documenter chaque zone d'ombre de son arbre généalogique. L'enquête officielle était terminée. Heydrich la répéta pour son propre compte. Dans les dossiers d'après-guerre, les enquêteurs trouvèrent une anomalie dans le dossier personnel de Heydrich au sein des SS. Son arrière-grand-mère apparaissait enregistrée sous le nom de Birnbaum, un patronyme fréquemment présent dans les familles d'origine juive. Dans l'arbre généalogique du frère de Reinhard, cette même femme apparaissait sous un nom complètement différent. Maria Rosine Lichner, sans information additionnelle. Cette divergence n'avait aucune explication administrative. Si quelqu'un avait modifié l'un des deux registres, la logique indiquait qu'il aurait été plus simple d'intervenir sur le dossier de Reinhard que sur celui de son frère, ce qui suggérait que le sien avait été altéré pour remplacer Birnbaum par un autre nom. Aucun procès d'après-guerre n'enquêta sur cette anomalie de manière concluante. En 1940, un boulanger de Halle fut arrêté par la Gestapo et condamné à 12 mois de prison pour avoir propagé la rumeur selon laquelle Reinhard Heydrich était juif. L'homme qui dirigeait l'appareil de persécution raciale le plus efficace de l'histoire utilisa ce même appareil pour emprisonner quelqu'un qu'il appelait parce qu'il persécutait lui-même. Cette condamnation n'était pas une curiosité administrative. Elle était la mesure exacte de l'espace mental que cette rumeur occupait dans la vie de Heydrich, assez pour qu'en pleine guerre, alors que l'appareil qu'il dirigeait exterminait des dizaines de milliers de personnes chaque mois, le chef du service de sécurité des SS consacre une attention judiciaire à faire taire un boulanger dans une ville de province. Le 20 janvier 1942, Heydrich présida la conférence dans la villa au bord du lac de Wannsee, où il coordonna l'extermination de 11 millions de personnes classées comme juives selon les critères raciaux qu'il avait lui-même contribué à définir durant une décennie. Dans cette salle, l'homme dont le dossier contenait l'anomalie du nom Birnbaum, dont le beau-père de la grand-mère s'appelait Sus, et dont l'enfance s'était déroulée sous le surnom de Moses Handel, coordonna avec les fonctionnaires de 15 organismes d'État la solution finale à la question qui avait marqué sa propre vie depuis qu'il avait 12 ans. Aucun des présents ne souleva la contradiction. Aucun n'aurait pu la soulever.